Bonjour à tous, bonjour François, ravi de vous retrouver dans le cadre de ce webinaire très attendu de OnePoint. Merci à tous les participants. Alors, pour vous présenter, cher François, je dirais qu'à l'ère des grandes mutations technologiques et de l'évolution humaine, l'éducation et l'apprentissage sont, on le sait, le ciment de notre humanité, mais sont aussi les garants d'une société qui va vers le haut, donc va vers le progrès. Alors, de quel bagage doter, François, les jeunes générations pour leur permettre de relever les défis qui se poseront à eux, si ce n'est pas évidemment la crise du coronavirus qui a la première soulevé cette question. Elle en a souligné en tout cas l'urgence et nous invite à réfléchir aux enjeux d'une éducation citoyenne et à la diffusion des innovations pédagogiques. L'apprentissage par l'expérience, qui vous est très cher à cœur, le dialogue entre les différents champs du savoir, l'exploration de combinaisons inédites, qu'il s'agisse de comprendre les bactéries, d'inventer des cursus universitaires ou de définir des objets de recherche. Telles sont quelques-unes des causes que vous défendez, cher François, qu'on ne présente plus. Alors, je vais faire une brève présentation de votre pédigré. Vous êtes polytechnicien, vous êtes biologiste, vous êtes directeur de recherche à l'INSERM. Vous êtes fondateur du CRI, le Centre de recherche interdisciplinaire, et auteur du livre « Apprendre au XXIe siècle ». François, vous dites que 2020 aura marqué une rupture et qu'il n'y aura pas de retour en arrière, que les solutions aux problèmes d'hier ne sont pas adaptées aux défis que nous avons et que nous aurons à affronter. Nous devons inventer collectivement donc des nouvelles réponses. Vous appelez à la constitution d'une planète apprenante. Ça tombe bien. OnePoint est une entreprise apprenante, et notamment avec le CRI, que vous avez fondé avec Ariel Linder en 2006, le Centre de recherche interdisciplinaire, je le répète, qui est rattaché à l'Université de Paris. Alors, ma première question, François, serait la suivante. On le dit, on le sait, le monde est en train de changer à une vitesse qui nous dépasse et nous avons de plus en plus de mal, finalement, à penser l'avenir, à le palper, voire à comprendre le présent. Et avant de se concentrer sur les enjeux d'éducation et d'apprentissage, quelle est l'analyse que vous faites, vous, de cette époque, de l'époque que nous vivons, votre grille de lecture, et qu'est-ce qui est en train de se passer, de changer, et qu'est-ce qui se joue finalement derrière les révolutions en cours? Vaste question. Merci pour cette intro. Moi, j'ai l'impression que dans le mot crise, les Chinois mettent deux caractères, danger et opportunité. Donc, les dangers sont assez évidents, les opportunités, beaucoup moins, je pense. Néanmoins, il y a déjà des accélérations en cours, en particulier tout ce qui est digitalisation. Le fait qu'on se retrouve aujourd'hui dans une vidéoconférence en est une illustration si besoin. Je pense qu'il y a... Moi, j'aime bien l'histoire et l'évolution, mais si je regarde l'histoire, pour moi, il y a deux grands moments qui ressemblent un petit peu à ce qu'on vit aujourd'hui, qui sont en fait ce qui s'est passé autour du siècle de Périclès à Athènes et ce qui s'est passé pendant le siècle des Lumières. Et à chaque fois, en fait, on a repensé la notion de citoyenneté et tout un package qui va avec. Il y avait la notion de démocratie, la notion d'éducation, de science, de débat public. Et j'ai l'impression que ces différents sujets se réinventent à Athènes autour de l'écriture, pendant les Lumières autour de l'imprimerie, aujourd'hui autour du digital, à Athènes à une échelle de la cité, à l'échelle des Lumières c'était plus l'échelle de la nation, et je pense qu'aujourd'hui ce sont les mêmes questions mais à une échelle globale. Qu'est-ce qu'une citoyenneté globale, par exemple? C'est quelque chose qui reste à définir. Comment est-ce qu'on prend des décisions collectivement sur le sujet qui nous concerne tous, que ce soit cette pandémie ou que ce soit le changement climatique ou les transformations technologiques, l'arrivée de l'intelligence artificielle et de la robotique en particulier. On a besoin de se poser ce genre de questions, mais on manque de capacité à prendre des décisions collectives. La démocratie, par exemple, fonctionne relativement bien à l'échelle locale et à l'échelle nationale, même si elle a été soumise à tout un tas de coups de boutoir, en particulier aux États-Unis, mais même chez nous. Pour donner une illustration de ça, la démocratie française dans les classements internationaux a baissé. On est passé de la première division à la deuxième, parce que quand on est dans l'état d'urgence aussi souvent qu'on ne l'est, c'est comme ça qu'en tout cas ça a été analysé par un certain nombre d'observateurs internationaux. Donc il y a beaucoup de questions, mais ces questions de démocratie fractale pour moi, donc à toutes les échelles, où on est capable de prendre des décisions sur les sujets qui nous concernent, à l'ensemble des décisions où on est concerné.
à l'ensemble des niveaux où on est concerné. Je pense qu'on a besoin de l'inventer. Donc je pense qu'il y a des enjeux sociétaux très, très importants. Et peut-être que, pour faire le lien avec l'éducation et les sujets qu'on va traiter, en fait, il n'y a qu'une catégorie d'êtres humains qui ne sont pas des citoyens aujourd'hui, ce sont les plus jeunes. Parce que les Lumière comme Athènes, tout le monde n'était pas citoyen, loin s'en faut. Les femmes n'étaient pas des citoyennes, les esclaves n'étaient pas des citoyens, les pauvres et les migrants n'étaient pas des citoyens. Aujourd'hui, on est tous citoyens d'un pays quand on est adulte. Mais quand on est enfant, on n'a pas voix au chapitre, on n'a pas le droit de citer. Et cette absence de droit de citer, quand on parle en particulier de sujets qui touchent au futur, que ce soit le changement climatique ou une partie des grandes transformations de ce jour, je pense qu'on a besoin de faire coévoluer la notion d'éducation et de citoyenneté. C'est ce que Condorcet disait déjà très bien à la Révolution française. Mais on a besoin donc d'éduquer et d'inventer ce que j'appelle de futurs citoyens. Et les futurs citoyens, c'est à la fois les jeunes d'aujourd'hui qui seront les citoyens demain, mais c'est aussi inventer de nouvelles formes de citoyenneté qui nous permettront de manière peut-être beaucoup plus agile qu'aujourd'hui, parce que la démocratie telle qu'elle fonctionne aujourd'hui correspond plus à des modalités de décision qui étaient bien avant le numérique. Donc comment est-ce que la démocratie peut se réinventer à l'heure du numérique? On voit bien que ce n'est pas uniquement Twitter ou les réseaux sociaux qui va redéfinir la démocratie. Au mieux, ils redéfinissent des lieux de débat, et honnêtement, ce n'est pas les lieux de débat les plus intéressants. Donc on peut probablement faire beaucoup mieux que ce qu'on fait aujourd'hui. Donc je pense qu'il y a besoin de repenser énormément de ces sujets. On les abordera probablement pas tous aujourd'hui, mais moi, en tout cas, c'est les questions que je me pose et sur lesquelles je suis en train d'écrire à nouveau, puisque c'est la tâche que je me suis donnée, c'est d'essayer d'écrire dans cette période un peu troublée ce que j'essayais d'en tirer. C'est intéressant. C'est-à-dire qu'il y a une démocratie à réinventer finalement, et urgemment. Alors, pour entrer dans le vif du sujet, puisque nous avons parlé essentiellement d'éducation, d'apprentissage ce matin, vous avez été, depuis le début de votre carrière, un fervent défenseur de l'interdisciplinarité. Alors, vous l'avez fait à un moment où c'était beaucoup plus original, voire excentrique que maintenant, où ça commence à être perçu comme une nécessité, y compris dans les sphères éducatives les plus traditionnelles. Est-ce que vous pouvez nous parler de cette, on va dire, de ce rôle de levier de l'interdisciplinarité pour faire évoluer la façon d'apprendre et la façon de transmettre le savoir? Je pense que, en fait, les disciplines ont cela de bon qu'elles permettent de focaliser l'attention sur des méthodes et des savoirs particuliers. Et donc ça a ses vertus et ça a permis un certain nombre de progrès qui sont indéniables. L'interdisciplinarité, son intérêt principal, de mon point de vue, c'est d'apporter différents éclairages sur des sujets complexes. Vous prenez la pandémie qu'on traverse ou le changement climatique, c'est pas simplement des questions scientifiques, c'est aussi des questions sociales, c'est aussi des questions démocratiques, c'est aussi tout un tas de sujets. Et donc, si vous prenez l'ensemble des grands sujets d'aujourd'hui, l'ensemble des grands défis auxquels on est confronté, je ne pense pas qu'une seule discipline puisse prétendre apporter la solution. Et donc, on a besoin d'intégrer différents apports. Et on voit bien d'ailleurs que, par exemple, le conseil scientifique qui traite la pandémie vient de faire entrer une psychiatre, et en l'occurrence une pédopsychiatre. Mais on se dit que si ça avait été fait plus tôt, peut-être qu'on aurait évité une partie de la détresse psychologique de toujours plus de nos concitoyens, à commencer par les plus jeunes d'entre eux. Alors justement, pour continuer sur ce sujet, sur l'éducation et l'apprentissage, justement, vous préconisez, François, le besoin évident de faire évoluer la société et les manières d'apprendre. Donc ça passe par l'interdisciplinarité, bien évidemment. Alors qu'est-ce que vous pourriez proposer justement et comment pouvez-vous finalement expliquer cette idée de faire évoluer la société sur des nouveaux modèles d'éducation et d'apprentissage via l'interdisciplinarité, le désilotage finalement, l'hybridation des compétences et s'interconnecter les uns et les autres, que ce soit dans nos fonctions, dans nos compétences et dans nos expertises? Disons que
puisqu'on a besoin de différentes formes d'intelligence pour essayer d'aborder les sujets d'aujourd'hui, il faut qu'on apprenne à travailler les uns avec les autres. Et il faut le faire à tous les âges de la vie, et il n'est jamais trop tôt pour commencer sur ce genre de choses, mais il n'est jamais trop tard non plus pour le faire. Et donc je pense que c'est plutôt ça les bonnes nouvelles, parce qu'on est des êtres fondamentalement plastiques, parce que notre capacité à apprendre est là à tous les âges. Ce que l'on voit dans un certain nombre de pays qui sont plutôt en avance sur le nôtre par rapport à ça, même s'il y a quelques lieux qui expérimentent plus que d'autres en France également. Je pense qu'il y a un besoin assez profond de passer d'une logique que l'on a connue si on a été élevé dans le contexte français, mais c'est le cas de grands pays, qui est une logique de compétition, de méritocratie. Et cette compétition pour les savoirs d'hier, pour l'essentiel, puisque les programmes des prépas, par exemple, évoluent très lentement par rapport aux évolutions technologiques, scientifiques et sociétales. Donc, on a, dans un cas, une compétition sur les savoirs d'hier, alors ce dont on a besoin, c'est d'être capable de coopérer sur les sujets d'aujourd'hui, pour essayer de partir de ces grands défis et de co-construire demain. Donc il y a un besoin d'un changement de paradigme et qui est assez générique. On a besoin de toujours plus de penser les biens communs, à la fois le climat par exemple est un bien commun, la santé est un bien commun, l'éducation est un bien commun. Donc on a des biens communs globaux, et pourtant dès le plus jeune âge on est poussé à la compétition. Et alors qu'on devrait être invité à comprendre les modalités de la coopération et de l'hybridation des savoirs. Mais ça, c'est très culturel et historique, je dirais, en France, d'être dans cette logique. Et je parle maintenant de l'éducation nationale, ce qu'on éduque aux plus petits. Et je pense que c'est chez les plus petits qu'on doit commencer justement à peut-être inverser le disque dur dès maintenant. On a toujours été dans une logique très verticalisée, ex cathedra, dans une logique finalement d'inspection et pas d'introspection. Est-ce que vous pensez qu'on est arrivé à maturité aujourd'hui en France avec peut-être cette dernière crise, mais ce n'est pas que ça. Est-ce qu'on n'est pas arrivé à maturité pour pouvoir essayer justement d'inverser un peu le disque dur et proposer de nouveaux modèles d'apprentissage déjà dès le plus jeune âge? Est-ce qu'il y a cette maturité dans les consciences collectives en France de ceux qui décident l'éducation? Je pense que les choses évoluent forcément lentement, en particulier dans le domaine de l'éducation, parce que ceux qui prennent les décisions sont typiquement des gens qui ont bénéficié du système précédent et qui, ayant été dans la méritocratie des gagnants, considèrent qu'ils le méritent et qu'ils ne vont pas remettre en cause la branche sur laquelle ils sont assis. Donc ça, je pense que c'est assez fondamentalement la raison de l'inertie. Puis il y a des formes de syndrome de Stockholm même, dans lesquelles on finit par être attaché à un système qui ne nous a pas forcément fait que du bien. Donc il y a par rapport à ça un vrai sujet. Je pense que il n'y a pas que la crise Covid qui nous amène à repenser ça. Je pense que l'arrivée du numérique est majeure, et de l'intelligence artificielle en particulier. D'abord parce que l'éducation nationale est assez profondément verticale dans sa structure et que le numérique est profondément horizontal. Donc là, il y a déjà un vrai changement anthropologique que tout le monde vit, y compris les enseignants, les élèves, les parents, l'ensemble des décideurs. Donc là, il y a un premier changement. Il y a un deuxième changement qui est dans les classements internationaux. On s'aperçoit que notre système, dont on a longtemps pensé qu'il était, avec toute la modestie qui est la nôtre, forcément le meilleur du monde, dans les classements internationaux, c'est pas du tout ça, ni à 15 ans dans PISA, ni dans les classements de type Shanghai, dans les grandes universités. Donc ça, c'est un deuxième effet. Mais je pense que plus profondément encore, à l'heure où les machines apprennent, on a besoin de se demander ce que nous, on souhaite apprendre. Et si vous apprenez ce sur quoi moi j'ai été sélectionné, qui est la capacité à mémoriser et à calculer, comme évidemment les machines mémorisent et calculent infiniment mieux que nous aujourd'hui, aucun d'entre nous n'aura un emploi garanti, il sera remplacé par un robot qui calculera et mémorisera mieux que lui. Donc ce qui compte, c'est de développer des capacités que n'ont pas les robots et les intelligences artificielles. Et donc c'est tout un tas d'autres qualités qui sont assez fondamentalement le fondement de notre humanité, qui sont la compassion, la créativité,
créativité, la capacité à coopérer, la capacité à communiquer, la capacité à exprimer des sentiments et à comprendre ceux des autres. Je pense que tout ça, c'est des sujets sur lesquels, qui ne sont pas du tout au cœur de notre système éducatif, en tout cas traditionnellement, mais dont on voit bien qu'on va en avoir toujours plus besoin demain. Et donc, je pense que quelque part, les progrès des machines nous obligent à faire progresser notre humanité. Alors, ça résonne évidemment très bien avec nos propres convictions, puisque Muriel en est d'ailleurs l'un des principaux artisans. Nous avons mis en place une formation aux humanités au sein de OnePoint pour l'ensemble de nos collaborateurs, en arrivant exactement à la même conclusion que vous, en étant inspiré par vous, puisque nous partageons cette conviction qu'effectivement, les humanités sont ce qui doit être cultivé dans un univers où la machine prend une place, où il y a une nouvelle alliance entre l'homme et la machine, et une place prise par la machine très considérable sur ce que vous évoquiez, sur la mémorisation, sur le calcul, et tous ces domaines où nous ne pourrons pas rivaliser avec elle. Alors, j'ai envie de revenir à ce que vous portez, sur les convictions, aux convictions que vous portez, pardon, sur l'intelligence collective. Vous avez à plusieurs reprises évoqué que les outils actuels étaient insuffisants et que on pouvait même parler à travers les fake news, à travers les débats un peu stériles qui tournent en rond sur Twitter, etc., d'explosion de la bêtise collective et pas toujours de l'intelligence collective. Quels sont les correctifs que vous imaginez et comment est-ce que vous pensez que l'intelligence collective peut être mieux mobilisée? Bon, dans le débat démocratique, vous en avez déjà parlé en introduction, mais peut-être dans l'éducation. Je vais faire un petit détour par le jeu d'échecs pour illustrer mon point. Anatoly Karpov, qui était champion du monde, avait joué contre le reste du monde et avait écrabouillé le reste du monde. Ça n'avait une partie qui avait eu aucun intérêt. Il y avait des gens qui avaient proposé des coups faux, d'autres qui avaient voté pour ces mêmes coups faux. La partie avait duré une vingtaine de coups. Elle n'a pas laissé de marque dans l'histoire. À peine quelques années plus tard, son successeur, qui était Garry Kasparov, qui avait perdu d'ailleurs entre-temps contre Deep Blue, qui était pas une intelligence artificielle, mais déjà un logiciel de jeu d'échecs très avancé, avait joué contre l'ensemble de l'humanité, et il avait, pour éviter cette bêtise collective, il avait demandé à ce qu'il y ait de la modération. Et donc il avait demandé à 4 jeunes gens, dont une jeune américaine de 15 ans, de contribuer à cette modération. Cette jeune championne américaine bénéficiait d'un logiciel qui n'était pas un logiciel de jeu d'échecs, mais d'un logiciel de discussion et d'illustration des différentes propositions. Et elle synthétisait ces discussions et elle proposait des coups, et il se trouve qu'une bonne partie des joueurs qui jouaient contre Kasparov votaient pour ces propositions. Et tant qu'ils ont voté pour ces propositions, Kasparov a été en difficulté. Et Kasparov a écrit ça très bien dans un livre dans lequel il nous décrit, pour lui, la plus belle partie de l'histoire de l'humanité, en tout cas peut-être sa plus belle partie à lui. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on voit qu'on est passé avec un petit logiciel et un peu de modération humaine à une logique de bêtise collective versus une logique d'intelligence collective. Donc, je pense qu'on a besoin d'inventer ce type de logiciel et ce type de modération pour recréer des lieux de débat de qualité. Et ça peut être la salle de classe, qui peut être un lieu de débat. C'est pas toujours le cas. Ça peut être très vertical, mais si on peut, un enseignant peut très bien décider d'organiser des débats. Et il y a différents types de débats, il y a y compris des débats philosophiques, et il y a des exemples de classes philo, y compris en maternelle. Donc ça peut vraiment se faire à tous les âges, puisque les questions existentielles, en fait, on peut les aborder à tous les âges. Nous, on développe des projets de type s'aventurier, où c'est non seulement les méthodes de la philosophie, mais les méthodes de la science, ou les méthodes des sciences, qui sont offertes aux enfants. Et donc on peut les inviter à partir de questionnements qu'ils peuvent avoir, et de les aider à passer d'un questionnement qui peut être enfantin au début à un questionnement qui devient scientifique, et en leur apportant des mentors qui peuvent être des chercheurs de différentes disciplines, qui peuvent les aider à progresser dans leur questionnement et leurs projets, et les aider à faire des choses
qui peuvent non seulement surprendre les adultes, mais éventuellement impressionner les adultes. Il y a par exemple des enfants de 8 ans qui ont gagné des prix, qui ont publié des articles scientifiques, ça c'était en Angleterre. Et en France, récemment, on a eu une classe qui a gagné un prix dans une compétition qui était ouverte aux startups, aux chercheurs seniors. Super. Donc, on reste quand même dans le collectif, cette intelligence dite collective ou collaborative. On sait que l'individuation, la relation enseignant-élève, sachant-apprenant, s'inspire de façon, je dirais, culturelle et historique dans notre pays, d'une idéologie individualiste qui est finalement peu soucieuse du collectif. Comment le respect de l'individu et du particulier peut-il être compatible justement avec les valeurs de solidarité ? Par exemple, mais ça pourrait être d'autres valeurs, hein, et notamment à l'éducation nationale. Ben, je pense que il y a à la fois des droits des enfants qui leur ont été octroyés assez récemment, mais rien n'empêche, quand on leur explique leurs droits, de les inviter à penser leurs devoirs également. Et par exemple, ils ont le droit de jouer, mais ils ont le devoir d'inclure les autres dans leur jeu. Ils ont le droit d'être des individus, mais ils ont le devoir d'appartenir à un collectif. Et donc, je pense qu'on peut leur apprendre le respect des différences, ça fait partie des devoirs, et ils ont le droit d'être différents et le devoir de respecter la différence de l'autre. Ils ont la capacité à exprimer leur point de vue, mais le devoir d'écouter celui de l'autre. Et donc on peut systématiquement essayer d'articuler l'intérêt de l'individu et du collectif, parce que c'est l'intérêt de l'individu qu'il soit respecté par le collectif, et que donc il respecte le collectif et qu'il respecte les autres. Et cette notion de la liberté s'arrêtant là où commence celle des autres, je pense que c'est quelque chose qui est assez facile à faire comprendre aux plus jeunes, pour peu qu'on le montre par l'exemple. C'est-à-dire qu'on ne va pas leur faire une conférence sur le sujet, mais on doit pratiquer la notion du collectif et du respect de l'individu simultanément et quotidiennement. Et comment? Par l'expérimentation, l'expérientiel? Comment dans les faits, en fait? Ben, il y a plein de manières de le faire, mais celui qui l'a fait de manière, je trouve, le plus frappante et historiquement l'un des premiers, c'est Janusz Korczak. Janusz Korczak a créé même une république des enfants. Il était directeur d'un orphelinat, c'était un médecin pédiatre. On était à Varsovie et il a même créé un journal des enfants, un tribunal des enfants. Le journal tirait à 100 000 exemplaires, ce qui est quand même... Une cité des enfants, finalement. Il y a un siècle, et malheureusement, ça se termine dans le ghetto de Varsovie à Treblinka, donc l'histoire est malheureusement tragique, mais c'est celui qui a le plus inspiré les rédacteurs de la Déclaration des droits de l'enfant qui a été rédigée dans les années 80, et qui, je pense, cette République des enfants, à l'heure du digital, elle mériterait d'être réinventée, ne serait-ce qu'en mémoire de Janusz Korczak et des enfants martyrs qui ont fini dans une chambre à gaz. D'accord. Et qui doit être peu connu de nos professeurs ou enseignants de l'éducation nationale, il faut croire, sans vouloir... Alors, il y a peut-être un autre défi à relever avec tous ceux qui ont des enfants en bas âge, en ont fait ou en feront l'expérience, c'est aussi de gagner d'une certaine manière ce que beaucoup appellent la guerre de l'attention. Il y a une vraie difficulté aujourd'hui, vous l'avez dit, les nouvelles technologies, l'Internet et le numérique nous ont dotés d'outils très puissants pour partager le savoir, mais la multiplication des écrans a aussi créé une multiplication des tentations de divertissement pour les enfants. Comment est-ce que vous pensez qu'on peut gagner ou en tout cas progresser dans cette guerre de l'attention? Alors, déjà, il faut comprendre d'où ça vient. Et en plus, il faut donner l'exemple. Parce que les divertissements, si avec les enfants qui succombaient, ça se saurait. Le nombre de parents qui passent plus de temps sur leur écran qu'à regarder leur bébé, par exemple, n'est pas forcément le meilleur exemple qu'on puisse donner à un tout petit ou à un jeune, quel que soit son âge d'ailleurs, ou à un autre être humain. Donc ça, c'est ce premier problème. En fait, ce qu'il faut, c'est comprendre comment fonctionnent ces boîtes noires, que sont les écrans d'une part, et notre cerveau d'autre part.
Et donc, il est important de comprendre comment fonctionne un logiciel, mais il est aussi, ou une intelligence artificielle. Il est très important, je vous conseille le documentaire qui s'appelle Les écrans de fumée, ou le livre de Bruno Patino, pour ceux qui préfèrent lire, sur la civilisation du poisson rouge. Dans un cas comme dans l'autre, vous découvrirez qu'il y a une économie de l'attention. Et il y a des gens qui gagnent des milliards et bien plus sur le fait qu'ils vont, entre guillemets, hacker votre attention parce qu'ils auront mieux compris que vous comment fonctionne votre cerveau, vos émotions, et ils vont vous manipuler en vous envoyant toute une notification, etc. Donc, une des premières choses à faire, c'est de comprendre comment ça fonctionne, comprendre en fait que ça a été designé pas pour votre bien, mais pour des motifs essentiellement commerciaux, et comprendre que l'on peut, par exemple, désactiver un certain nombre de notifications sur ces machines, et qu'on peut arriver à prendre de la distance et à retrouver et retravailler notre humanité plutôt que de se faire aspirer quelque part dans des écrans qui ont beaucoup de vertus si on sait les maîtriser, mais qui ne sont pas exempts de danger. Je reviens à la notion collaborative, participative, et dans l'ère que nous vivons, alors on n'a pas attendu encore une fois la situation du coronavirus pour cela, la révolution numérique, on le voit, l'enseignement à distance a pris une place prédominante. Alors justement, sur les notions de collaboration et de participation, comment réconcilier l'enseignement à distance, tel qu'on le vit aujourd'hui, et l'appartenance à un collectif, et comment peut-on développer finalement la notion d'agentivité, comment être acteur engagé, participatif, et finalement incarner, s'emparer et être auteur de ces apprentissages, justement. Disons que la notion d'agentivité, qui est assez peu développée en France, à mon avis, est effectivement clé. Donc, cette capacité à être acteur et auteur du monde tel qu'il est ou tel qu'il devient, je pense que c'est extrêmement important. On a pendant longtemps été dans des logiques essentiellement de consommation. La télé, par exemple, c'est de la consommation, uniquement d'information, mais l'éducation, c'est souvent uniquement de la consommation, au sens où on vous délivre un savoir et puis vous êtes censé mémoriser, et on vous invite assez peu à contribuer et à devenir acteur et auteur. Une partie des exemples que je donnais, mais on pourrait en donner d'autres, de pratiques pédagogiques qui invitent l'enfant à être acteur et auteur. Vous avez par exemple quelque chose d'assez formidable qui s'appelle Wikidia, qui est le Wikipédia des enfants. Eh bien, vous pouvez, sur ce Wikipédia des enfants, dès le plus jeune âge, non seulement vous informer, mais vous rendre compte qu'il manque des précisions sur un de vos sujets préférés, et apprendre à éditer cette page, voire vous rendre compte qu'il y a un des sujets qui vous tient à cœur qui n'a pas été documenté sur Wikidia, et créer une page. Et donc, vous pouvez devenir un auteur à hauteur d'enfant. Si je puis dire, mais vous pouvez aussi être invité à écrire des récits à la manière d'eux, et vous pouvez partager. Et ce que je trouve intéressant dans le potentiel du numérique, c'est son côté ubiquitaire et instantané, et donc vous pouvez par exemple rentrer en conversation avec une autre classe qui travaille sur des sujets proches des vôtres. Vous pouvez dialoguer sur ces sujets, vous pouvez éventuellement interviewer l'auteur de l'ouvrage que vous êtes en train de lire, vous pouvez préparer tout un tas de choses que vous allez non seulement pouvoir présenter à la classe, mais présenter au monde. Et donc cette capacité à être des acteurs et des auteurs d'une communauté éducative et d'une communauté apprenante digitale qui devient globale, me semble extrêmement important. C'est une incitation, ça me rappelle la présentation que vous aviez faite, ou la discussion chez School Lab il y a 4-5 ans maintenant, où on parlait, où je vous avais interpellé sur cette notion de condamné à vie / condamné à mort. Je ne sais pas si vous vous en souvenez, cher François, justement, qui revient un peu à ce sujet d'inviter les uns et les autres, et surtout dès le plus jeune âge, à prendre les rênes finalement de son existence, à prendre commande quelque part, contrôle, ne se pas laisser aspirer par l'environnement, ne pas être dépendant d'une forme aussi même d'autorité. Et pour venir à l'éducation nationale et au tout petit et à la classe, alors toutes les théories de la classe inversée ou renversée, mais faire en sorte que l'apprenant peut devenir, le temps d'un moment, le sachant finalement, en le mettant en position
d'être un acteur participatif et engagé et ne pas se laisser aller surtout à cette forme de paresse intellectuelle et physique que nous apporte aussi parfois le numérique, je pense. Oui, le numérique, c'est pas juste un copier-coller d'une page Wikipédia pour faire un Voilà. exposé. C'est être capable d'esprit critique, d'esprit de synthèse, être capable de captiver son auditoire, ce qui suppose de le connaître et d'être capable de leur raconter pourquoi est-ce qu'on se passionne pour tel ou tel sujet qu'on a envie de leur transmettre. Mais c'est aussi une exigence intellectuelle. Au sens où si je vous transmets ce que j'ai appris, je dois vérifier que ce que j'ai appris est fondé. Et donc, il va falloir que j'apprenne à trouver des sources, que j'apprenne à critiquer des contenus de qualité plus qu'hétérogène sur Internet, que j'apprenne à développer cet esprit critique individuel et collectif, que j'apprenne à utiliser des méthodes scientifiques qui me permettent de vérifier mes sources, qui me permettent de vérifier la logique de ce que je vais vous raconter, etc. Je pense qu'il y a un grand besoin dans le monde d'aujourd'hui d'être capable d'être un acteur responsable sur la toile et plus généralement dans la cité au sens même à la fois local et global aujourd'hui. Laurent ? Oui, alors il y avait justement dans le contexte que nous vivons actuellement, il y a une interrogation qui naît lorsqu'on réfléchit à ces nouvelles interactions que vous évoquiez à l'instant. C'est comment est-ce qu'on peut concilier le distanciel, hein, l'enseignement à distance, qui est en ce moment évidemment prospère, et on va dire l'augmentation de ces interactions. Est-ce que ça vous paraît conciliable? Est-ce que l'appartenance à un collectif est compatible avec l'enseignement à distance, ou est-ce que c'est un élément nouveau de frein dans le paysage? Alors, disons qu'il y a évidemment, de même qu'il y a plein de pédagogies différentes en présentiel, il y a plein de pédagogies différentes à distance. Si vous avez une pédagogie frontale et individualisante sans collectif en frontal et que vous la transposez en digital, c'est quelque part encore pire parce qu'évidemment, il n'y a pas la récré, il n'y a pas la possibilité de se faire passer tout un tas de choses physiquement. Alors, il y a évidemment des gens qui s'envoient des petits messages. Avant, on le faisait sous la table avec des petits bouts de papier. Maintenant, on le fait en digital. Il y a un SMS ou un chat. Donc, mais on voit bien que, et c'est l'une des raisons de la déprime et de la dépression, voire plus, d'un certain nombre de jeunes aujourd'hui, c'est que l'apprentissage, c'est beaucoup plus que uniquement la transmission du savoir. C'est pas simple, c'est aussi se rencontrer, se découvrir soi-même, découvrir les autres, avoir des émotions, avoir des relations, avoir des interactions physiques. Et tout ça, je pense que l'expérience d'apprenant, que ce soit l'expérience étudiante, ou en plus en général on est parti de chez soi, etc., quand on est à nouveau reconfiné tout seul et qu'on ne peut pas bâtir des relations, c'est juste dramatique. Donc il y a tout un tas de difficultés par rapport à ça, mais on peut mettre en place des systèmes où on invite, y compris en ligne, à de l'interaction. Et donc, on peut organiser des sous-groupes très facilement avec des logiciels comme Zoom et autres. Donc, il y a tout un tas de possibilités qui sont ouvertes par la technique aujourd'hui, mais qui ne sont pas toujours utilisées au mieux. Il y a des logiciels comme Miro, par exemple, qui permettent de faire des vrais brainstorms collectifs. Et on peut, mais il faut savoir, utiliser ces logiciels, animer les collectifs qui sont en face de nous. Et malheureusement, dans l'éducation nationale, on était fondamentalement très mal préparé à cette rupture, à la fois techniquement et pédagogiquement, premièrement. Et deuxièmement, on n'a pas vraiment... Alors, on a décidé que la scolarité allait essayer de continuer, ce qui est plutôt une bonne chose, mais on voit bien qu'il y a un besoin d'investissement massif, y compris dans la formation des enseignants. Et vous pouvez pas, si vous les formez eux de manière verticale, alors ils ne sauront pas faire autrement. Donc il faut les former par l'expérience d'autres pédagogies. Et ce n'est pas ce que l'éducation nationale fait le mieux à ce jour. Absolument, ça m'amène à vous poser cette question, mais avant, vous parlez de rencontres, vous parlez d'émotions, c'est exactement ça, c'est-à-dire comment équilibrer ce qu'on appelle communément compétences dures avec compétences douces. Aller à la rencontre de l'autre, c'est finalement mieux se rencontrer soi-même, développer ses 5 sens, les vivre, les incarner, pour d'autant plus stimuler le 6e, qui est cette fameuse intelligence émotionnelle, et cultiver son émotion.
ne pas en avoir peur, ne pas être complexé devant cette émotion, décomplexer justement sa propre humanité. Et vous parliez de l'éducation nationale, donc moi la question que je vous pose très librement, c'est afin d'améliorer justement, François, le système scolaire actuel, suite à tout ce que nous venons de dire maintenant. Si vous étiez ministre de l'Éducation nationale, quelles sont les réformes clés qu'il faudrait, selon vous, engager aujourd'hui? D'abord, je ne souhaite absolument pas devenir ministre de l'Éducation nationale. Un métier extraordinairement difficile. Je n'en difficile. doute absolument pas. Si vous étiez, le si. Mais ce que je dirais, c'est que les conseils que je pourrais lui donner, c'est assez fondamentalement de partir des êtres humains et de sortir d'une logique qui est profondément verticale et d'aller vers une logique beaucoup plus partant des êtres humains que sont les jeunes et leurs enseignants et les parents pour essayer de redéfinir d'autres modalités d'interaction. Et donc, essayer de comprendre quels sont les besoins des jeunes d'aujourd'hui, comment les préparer au mieux au monde de demain et prendre en compte les grands défis qui les mobilisent. Et donc, quand on voit le nombre de jeunes qui se mobilisent, par exemple, sur les questions climatiques et environnementales, on se dit que ça devrait faire partie des sujets sur lesquels on les forme. D'ailleurs, on en a besoin qu'ils soient formés à ça, mais c'est aussi une manière de capter leur intérêt, puisque de toute manière, ils s'intéressent au sujet. Et il y a beaucoup d'enseignants qui se sentent mobilisés sur ces sujets, mais aujourd'hui, ils ont des programmes à suivre, etc. Donc, est-ce que les programmes doivent être décidés uniquement rue de Grenelle ou est-ce que est-ce que les pédagogies doivent être imposées d'en haut? Est-ce que la verticalité avec le système d'inspection qui est le nôtre, où il y a encore des enseignants, même si en théorie l'inspection a changé, en pratique, on est un pays dans lequel les choses ne fonctionnent pas comme on voudrait en théorie. Mais c'est aussi dans les mots. Si vous avez une logique d'inspection, les inspecteurs des autres métiers peuvent vous envoyer en prison. Donc je pense qu'on n'a pas besoin d'inspecteurs, on a besoin de respecteurs ou de prospecteurs. On a besoin de gens qui... d'introspecteurs. Ou d'introspecteurs, de gens qui vous aident à regarder plus loin. Inspectare, c'est regarder dedans. Non, vous pouvez vous inviter à faire de l'introspection et éventuellement en discuter, mais en discuter dans un contexte bienveillant, pas dans un contexte de rappel à la norme permanent. Donc ça, je pense que sortir d'une logique verticale et aller vers une logique horizontale, pour moi, c'est essentiel. Ce qui ne veut pas dire que tout est permis dans une logique horizontale. Mais justement, qu'est-ce qui fait autorité? Si ce n'est pas l'autorité descendante, pour moi, il y a plusieurs réponses à ça. Michel Serres disait que ce qui fait autorité, c'est ce qui fait grandir. Oui. Déjà, c'est une bonne manière d'expliquer la notion d'autorité aux enfants. Et puis, pour un scientifique, l'autorité scientifique, c'est ce sur lequel la communauté scientifique arrive à un compromis ou à une vision de synthèse qui n'est pas forcément une vérité établie pour toujours, mais qui est un débat. Et comprendre la logique de ces débats, c'est pas une manière d'asséner la vérité, c'est une manière d'inviter chacun à être responsable et à comprendre comment s'élabore le savoir. Donc la vérité, c'est pas ce qui est décidé par un président de la République, certainement pas un président américain, mais aucun président en fait. Absolument, absolument. Alors je vous poserai ma dernière question. À relayer les questions là, des participants. Laurent, si tu m'autorises une dernière question quand même qui me semble importante parce qu'elle est liée aussi avec les activités de OnePoint. Avant de passer en effet, Laurent, aux questions du public, sur la gamification, le ludique, les jeux, François, pouvez-vous nous en dire plus sur le Game Lab que vous avez mis en place au sein du CRI et comment justement le jeu, et nous on le sait parfaitement bien chez OnePoint, mais j'aimerais vous écouter sur cela, comment le jeu peut-il justement stimuler, encourager, rendre palpable et cultiver l'émotion par les apprentissages, justement. Alors, ce qui est intéressant, c'est que chez beaucoup de mammifères, le jeu est nécessaire aux apprentissages essentiels. Donc, le jeu fait partie de la vie
chez nous et chez nos cousins animaux. Et en particulier chez les êtres humains, le jeu se pratique à tout âge et est une manière de se mettre en situation sans prendre tous les risques de la situation. Donc vous pouvez jouer à un jeu de guerre sans risquer de vous faire trucider. Vous pouvez jouer à tout un tas d'activités, mais on définit les règles du jeu et ce qui est acceptable dans le jeu. Et en particulier, ce qui est acceptable dans le jeu, c'est le droit à l'erreur. Ce qui est typiquement pas quelque chose de très bien accepté dans le système éducatif classique, dans lequel on a tendance à punir l'erreur, alors que errare humanum est, donc ça nous ramène aux humanités. Et donc, si l'erreur et l'errance sont humaines, c'est parce qu'on a besoin d'explorer. Et d'ailleurs, il y a deux types de jeux. Il y a les jeux aux règles fermées et dans lesquels on peut même prédire qui va gagner. Et puis, il y a des jeux qui sont des jeux à somme positive et des jeux ouverts dans lesquels ce qui compte, c'est d'explorer. Et je pense que si on veut développer la créativité et l'imagination, on a besoin de jeux ouverts et de jeux d'exploration. Alors, je vais commencer donc à relayer les questions de nos auditeurs. La première de Philippe Fuentes. D'après vous, peut-on développer les soft skills des élèves en créant un pont entre les professionnels du monde des entreprises et les classes d'école? Disons que, d'une manière générale, le digital permet d'ouvrir la classe. Et donc, on peut très bien imaginer tout un tas de mentors. Nous, on a mis en place des mentorats avec des scientifiques. Il peut y avoir des mentorats avec des journalistes et des mentorats avec différentes personnes issues du monde de l'entreprise qui peuvent accompagner les projets des élèves. Si vous prenez, ça peut être vrai à tous les âges, mais en particulier, par exemple, quand les jeunes doivent faire des chefs-d'œuvre, ce qui est le cas dans des lycées professionnels aujourd'hui, mais ça pourrait être le cas demain dans d'autres domaines. Si vous avez besoin de réaliser un chef-d'œuvre, ben vous avez besoin de vous appuyer sur des gens qui savent des choses que vous ne maîtrisez pas forcément au début de vos apprentissages, et donc vous allez avoir besoin de ces mentors. Donc je pense que on peut bénéficier de mentors bienveillants et on peut développer la RSE d'un côté, du côté des entreprises et l'ouverture de l'éducation et la rencontre avec différents acteurs pour inviter les jeunes à s'ouvrir à d'autres perspectives et à imaginer et à se projeter dans différents mondes. Et moi, je pense qu'il y a une des dimensions assez essentielles sur lesquelles, à mon avis, on pourrait essayer de travailler dans ce genre de contexte, c'est aider les jeunes et les moins jeunes, d'ailleurs, à trouver ce que les Japonais appellent leur ikigai, ou leur raison d'être. Donc, c'est ce connais-toi toi-même, mais très socratique, mais en version japonaise, ça donne la capacité à comprendre ce dont le monde a besoin, éventuellement ce dont ma communauté a besoin, ce dont moi j'ai besoin, comprendre ce que j'aime et éventuellement les différentes émotions que je peux avoir face à différents sujets. C'est non seulement ce que je peux apprendre à faire, mais ce que je sais déjà, mais ce que je peux apprendre à faire, et si oui, où. Et puis, c'est non seulement trouver un salaire et un job, mais trouver assez fondamentalement des ressources et être soi-même une personne ressource. Ce qui suppose d'avoir acquis un certain nombre de choses pour être capable de les transmettre. Et donc cette capacité à se positionner là, je pense que cette notion de raison d'être qui se développe chez les entreprises, ces notions d'ikigai, on en discute, y compris avec l'ONICEP en ce moment, où Frédéric Alexandre Bailly, qui le dirige, est intéressé à la notion de savoir devenir soi, ce qui n'est pas très différent de cette notion d'ikigai. Et donc, comment est-ce qu'on peut accompagner les millions de jeunes à ça? Je pense qu'ils le feront d'autant plus facilement qu'on pourra faire un match en leur disant, bah, tiens, il y a des personnes qui sont quelques années plus âgées que vous et qui ont su trouver leur voie. Et peut-être que vous pourriez discuter avec eux ou avec elles et vous rendre compte qu'effectivement, c'est possible de rêver, c'est possible de trouver sa voie et d'arriver à avoir un impact positif sur le monde. C'est intéressant, François. Laurent parlait tout à l'heure des humanités que nous avons développées dans le cadre d'un socle commun de formation chez OnePoint qu'on a baptisé Grow and Go, avec ce joli
visuel de l'arbre de la vie et de la connaissance, justement, pour nos collaborateurs, mais également pour nos partenaires et pour nos clients. Et sur les modules pédagogiques des humanités, on s'est tout à fait inspiré de ce que vous venez d'énoncer. Donc, ça me conforte dans le fait que nous ne sommes pas trompés. Une question de Samir Hamidi, collaborateur OnePoint. Quels sont les leviers, François, les plus importants ou les plus efficaces pour faire de la culture d'apprentissage continu un vrai sujet de discussion et d'action dans les entreprises et les organisations au sens large? Je pense qu'il y a d'abord et avant tout besoin d'un changement d'attitude. Et le changement d'attitude, ça inclut une notion d'humilité, c'est-à-dire que si notre diplôme était la clé de l'ensemble des savoirs pour toujours, ça se saurait. Mais c'est quand même ce qu'on a cherché à nous faire croire. Et donc admettre que, comme Socrate, qui était le plus sage de tous les Grecs parce qu'il savait qu'il ne savait pas, admettre qu'on ne sait pas tout, et donc cette position d'humilité, à mon avis, est essentielle. Mais comme c'est pas ce qui est le mieux partagé, en particulier quand on sort d'un centre d'école, je pense qu'il faut éventuellement se retourner et presque saisir les opportunités de la crise dans laquelle on est. On a tous appris des choses dans cette crise. Et donc, on peut tous célébrer ce qu'on a appris dans cette crise. Et donc, on sait tous qu'il y a des choses qu'on sait aujourd'hui qu'on ne savait pas avant la crise. Et donc, on peut célébrer ça. Mais si on célèbre nos apprentissages récents, ça peut nous amener à nous exprimer sur le fait que, effectivement, on a appris des choses de manière continue et qu'évidemment, on va continuer à apprendre. Et une fois qu'on a développé cette réflexivité, qui est la clé de tout bon apprenant est un apprenant réflexif, c'est-à-dire qu'il réfléchit sur ce qu'il apprend, sur comment il l'apprend, sur pourquoi est-ce qu'il l'apprend. Et donc, qu'on soit dans un contexte d'entreprise, d'organisation scolaire ou universitaire, être invité à cette réflexivité, je pense que c'est très important. Et ce changement culturel vers plus de réflexivité peut venir de ce qu'on peut célébrer les apprentissages. Donc, nous, ce qu'on a commencé à faire avec l'UNESCO et avec tout un tas d'organisations à travers le monde aujourd'hui, c'est d'utiliser la récemment créée Journée internationale de l'éducation, qui est le 24 janvier, et de le transformer en un Learning Planet Festival. On n'est pas encore aussi célèbre que la fête de la musique, mais on a démarré seulement l'année dernière, et cette année, il y avait déjà des dizaines de milliers de personnes à travers le monde qui l'ont célébré. Et je pense que cette capacité à célébrer ce qu'on a fait, par exemple, la ville de Lyon a organisé des centaines d'événements. Donc, si chaque ville organise des centaines d'événements à travers le monde, ça fera vite des millions d'acteurs qui célébreront leurs apprentissages. Et on peut célébrer ce qu'on a appris en famille. On peut célébrer ce qu'on a appris de sa grand-mère, de son ami, de ses collègues, de ses enseignants, on peut célébrer à l'échelle locale, on peut célébrer à l'échelle globale, on peut célébrer par le digital, on peut le célébrer et on peut célébrer ceux qui nous ont aidés à apprendre. Et puis on peut éventuellement s'interroger sur ce qu'on souhaite apprendre la prochaine fois. Et ce qu'on souhaite apprendre la prochaine fois, peut-être qu'on a une voisine ou une amie qui l'a appris précédemment, et peut-être qu'on peut être matché, donc on peut organiser des Tinder de l'apprendre dans lesquels on va pouvoir se retrouver pour apprendre ensemble. Et donc je pense qu'on peut progressivement changer cette culture de je sais tout puisque j'ai des diplômes à j'ai tant à apprendre, et d'ailleurs c'est un plaisir de le faire, et je vais pouvoir le célébrer individuellement et collectivement. Est-ce qu'on raisonnera toujours, à votre avis, dans 10, 20, 30, 40, 50 ans, ou que sais-je encore, sur cette logique de diplôme et pas plutôt de preuve, de proof of concept, de parcours d'apprentissage, d'expertise? Vous mesurera finalement ce que votre diplôme, qui n'en sera plus un, en fonction de votre parcours initiatique d'expertise, de compétences et d'apprentissage. Donc, la dispersion du diplôme. Disons que c'est déjà le cas dans un certain nombre de métiers. Un artiste, c'est pas tant son diplôme qui compte que ce qu'il a dans son portfolio. Oui. Pareil pour un designer, mais un chercheur aussi, c'est pas les diplômes qui font le chercheur, c'est ses publications et ses découvertes. Donc, je pense qu'il y a toujours plus de métiers. Les codeurs fonctionnent comme ça aujourd'hui. C'est ce que vous avez mis sur GitHub qui compte plus que de savoir si vous avez eu tel diplôme il y a 10 ou 20 ou 30 ans. Et donc, je pense qu'on est dans cette logique toujours plus. C'est pas suffisamment le cas dans le système éducatif.
parce que c'est celui qui croit le plus au diplôme, pour des raisons qu'on peut imaginer, puisqu'il est fondé là-dessus. Mais néanmoins, il y a de plus en plus d'enseignants, et je fais peut-être le lien avec la question de Philippe Fuentes, qui font des choses créatives en classe, qui ne correspondent pas à leur diplôme, puisque c'est pas parce que c'est pas à la grecque, il n'y a pas d'épreuve de créativité ou de projet à développer avec ses élèves. Mais ils documentent ce qu'ils font et ils le partagent. Et donc, pour arriver à le faire passer à l'échelle, c'est effectivement, il faut des incitations à documenter et à partager. Parce que finalement, si ce n'est pas votre diplôme qui fait ce que vous êtes, mais la preuve de concept, pour reprendre votre expression, eh bien, il faut démontrer cette preuve. Et donc, il faut avoir documenté et partagé avec tous ceux que ça peut intéresser. Et s'il y a plein de gens qui s'intéressent à ce que vous avez fait, bah, c'est probablement la preuve que ce que vous avez fait était intéressant. Mais ça suppose d'être systématiquement dans la logique de documentation et de partage, et donc de créer des plateformes. Je parlais de GitHub tout à l'heure pour les codeurs. On n'a pas de GitHub de l'éducation. On n'a pas de lieu dans lequel les enseignants sont invités à documenter, à partager, à mettre en open source ce qu'ils ont fait pour que d'autres enseignants, des plus jeunes ou pas, puissent s'en inspirer et s'en servir pour l'adapter à leur classe. Pas faire un bête copier-coller, mais en s'adaptant aux circonstances. Et donc ça, créer un écosystème de documentation et de partage qui facilite la créativité, c'est une manière, et rajouter sur cet écosystème des logiques de reconnaissance croisée, comme les open badges par exemple, ça peut être une manière de basculer dans un monde qui est celui de la... On parle beaucoup de la société de la connaissance, je pense qu'on a besoin d'une société de la reconnaissance. Voilà. Et on a besoin de les co-construire simultanément. Et ce genre d'écosystème que j'ai brièvement évoqué peut permettre de faire ce genre de choses. Excellent. Laurent, une dernière question peut-être, si on a le temps? Alors, on a une dernière question, je crois, de Samir Hamidi qui nous demande où en sommes-nous de la connexion entre les mondes de l'éducation, de la recherche, des entreprises et des institutions, et comment renforcer ces liens et cette dynamique. Donc, ça rejoint un petit peu ce qui vient d'être dit, mais est-ce qu'on peut encore ajouter quelque chose, François Tadei? Oui, je pense que... disons que les choses progressent régulièrement, mais à mon avis, pas au bon rythme. Et donc, il y a besoin effectivement d'accélérer ces transformations, comme le suggère Samir. Nous, ce qu'on est en train d'essayer de faire pour essayer de contribuer à ça, c'est d'une part d'inviter à documenter et à partager en créant des GitHub, des projets, et à ce moment-là, ça peut être des projets éducatifs, comme des projets d'entreprise ou des projets créatifs, artistiques, de la société civile. On peut aller créer de nouveaux communs, en fait, des biens au sens de biens communs. Et donc, je pense qu'on a besoin de ça d'un côté, mais on a aussi besoin de manières de naviguer dans ces espaces de connaissances toujours plus hétérogènes et toujours plus riches. Et donc, en fait, ce qu'on est en train de développer au CRIS, c'est ce qu'on appelle un GPS des textes, mais ça peut être un GPS de la connaissance, voire un GPS des rêves. Donc, je vous décris comment ça marche rapidement, mais l'idée, c'est qu'on a une intelligence artificielle qui a lu tout Wikipédia préalablement et qui fait ce qu'on appelle du text-to-vec. Et donc, si vous lui donnez un texte, elle le transforme en un vecteur. Et comme je ne sais pas la dernière fois que vous avez vu un vecteur, mais vous vous souviendrez peut-être que dans les espaces vectoriels, on peut calculer des distances. Et donc, on peut calculer des proximités. Et donc, si vous avez des textes qui ont été écrits par des étudiants, d'autres écrits par des chercheurs et d'autres éventuellement écrits par différents acteurs du monde de l'entreprise ou de la société civile, vous pouvez calculer les distances entre ces différentes choses et créer des matchs. Et donc, vous pouvez dire à telle ou telle personne, je prends l'exemple des rêves parce que c'est la fois le plus symbolique et peut-être le plus futuriste, mais avec un GPS des rêves, vous pouvez faire ce que John Lennon disait, c'est-à-dire que John Lennon disait « I may be a dreamer, but I'm not the only one ». Donc, vous pouvez être rêveur, mais vous ne voulez pas être le seul, parce que si vous voulez transformer votre rêve en réalité, il va falloir que vous trouviez des alliés, il va falloir que vous soyez capable de passer progressivement du rêve au projet et du projet à la réalité, et donc que vous ayez des démarches créatives et puis des démarches effectives, je dirais, et que vous sachiez les combiner. Et donc cette capacité à créer ce genre de match, et je pense qu'on en a besoin parce que si on veut faire face aux défis du développement durable, du changement climatique, etc., il va falloir qu'on change tellement de choses et tellement vite
qu'il faut absolument qu'on accélère notre capacité à mobiliser cette intelligence collective, cette créativité collective et cette capacité à relever des défis qui sont des défis personnels, qui sont des défis de nos communautés, qui sont des défis globaux aujourd'hui. Et ça ne se fera pas sans une transformation radicale de notre manière de co-créer des solutions, de les partager, de les faire passer à l'échelle suffisamment vite. Il est 10h31. Merci, cher François, merci infiniment, vraiment, et très sincèrement, de votre participation et de tous vos éclairages absolument passionnants que vous nous avez fait vivre ce matin. On a été absolument ravis, très fiers de vous avoir. Très éclairant et très inspirant. Je crois que, absolument. Je crois que nos auditeurs partageront ce constat. Et je rappelle pour ceux qui nous écoutent que ce débat sera disponible en replay sur les réseaux sociaux de OnePoint dans les jours et les semaines qui viennent. En tout cas, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. Comme le disait Muriel, c'était un bel échange et je crois qu'on repart avec des réflexions nourries sur ce sujet. Donc, c'était une jolie façon de pratiquer ce que vous suggérez, c'est-à-dire la courte échelle apprenante et la transmission des savoirs. Merci beaucoup, François Taddy, et bonne journée à vous. Et j'ai hâte de lire votre prochain ouvrage. Merci, François, à très vite. Il s'appellera « Et si nous ». Ah.